Bonjour, alors dans cette vidéo on s'attaque au chapitre 2 d'Histoire qui s'intitule Démocratie fragilisée et expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Donc des sujets de développement construits sur ce chapitre, il peut y en avoir plusieurs. Ici on va aborder le sujet suivant, l'Allemagne, virgule, de 1933 à 1945, un régime totalitaire. Donc comme d'habitude, vous devez écrire une introduction dans laquelle vous allez simplement réfléchir au sujet et définir les différents termes de votre sujet. Donc ici, vous voyez, il y a deux dates, 1933 et 1945. Il suffit simplement d'expliquer à quoi elles font référence. Si elles sont là, ce n'est pas un hasard. Donc 1933, c'est évidemment la date à laquelle Adolf Hitler prend le pouvoir en Allemagne. 1945, c'est certes la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est surtout la date à laquelle meurt Hitler dans son bunker à la suite de son suicide. Donc en fait, c'est la fin du régime nazi. Ensuite, la notion centrale du sujet, c'est régime totalitaire. Donc, il faut connaître la définition par cœur. En l'occurrence, il s'agit d'un régime politique qui n'admet qu'un seul parti, qui est dirigé par un chef et qui contrôle l'État et la société en s'appuyant sur une idéologie, sur l'embrigadement de la société et évidemment la terreur. Il est donc désormais possible de proposer, comme à chaque fois, une petite problématique. Je vous rappelle comment on fait. Vous prenez en troisième le sujet et vous le mettez sous forme interrogative. Donc ici, le sujet, c'est l'Allemagne, virgule, de 1933 à 1945, virgule, un régime totalitaire. Ça devient l'Allemagne de 1933 à 1945 est-elle un régime totalitaire? Ensuite, il faut proposer un plan. Deux ou trois parties sont possibles, comme à chaque fois. Moi, je vous propose un plan tout simple en deux parties, mais il y a évidemment plein d'autres solutions. Vous prenez celle que vous préférez. Donc, dans la première partie, on va se concentrer sur l'idéologie nazie, pardon, et sur la prise du pouvoir du parti nazi en Allemagne. Et dans la deuxième partie, on va principalement s'intéresser à la mise en application de cette idéologie à travers la mise en place d'un régime totalitaire. Alors, commençons notre développement construit. Donc, le développement, le nazisme, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, rappelez-vous, une idéologie antisémite et raciale. Je vous rappelle, l'antisémitisme, c'est-à-dire le rejet des juifs, c'est la colonne vertébrale du nazisme. Le nazisme sans antisémitisme, ça n'existe pas. Ça n'a pas lieu d'exister. Donc les juifs, je vous le rappelle, ne sont pas identifiés par les nazis par une appartenance à la religion, ici ce serait le judaïsme, mais ils sont identifiés à un peuple dont le sang est commun. Le juif, en fait, il est juif par nature. C'est son sang, il est comme ça. Donc il ne peut pas changer, c'est pas parce qu'un juif se convertit au christianisme qu'il devient chrétien. Il reste, pour les Allemands et les nazis, un juif. Alors, du coup, qu'est-ce que reprochent les nazis aux juifs? Beaucoup de choses, je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais ayez quand même en tête que les nazis n'ont absolument rien inventé, ce sont des idées, des théories, des clichés qui circulent dans l'Europe et dans le monde depuis plusieurs années, décennies, voire parfois pour certaines théories, plusieurs siècles. Donc le juif, rappelez-vous, selon les nazis, en fait, sera en train de tenter de prendre le pouvoir à l'échelle mondiale, et ce serait eux qui contrôleraient l'économie. Bref, en fait, les juifs seraient en train d'organiser un immense complot, donc on parle de complot juif, comme le laisse penser l'ouvrage que vous avez à gauche de mon écran, qui circule en Europe. Donc on l'appelle le protocole des sages de Sion. Et en fait, cet ouvrage, à l'époque, aurait été la preuve que ce complot était en train d'être mis en place, puisqu'on retrouve à l'intérieur des comptes rendus de réunions secrètes. Mais évidemment, cet ouvrage est un faux, mais il a quand même énormément circulé. Il a été beaucoup lu, notamment par Adolf Hitler. Donc les nazis rejettent principalement les juifs parce qu'ils les considèrent comme dangereux et qui, au-delà du complot, seraient aussi, rappelez-vous, des dépravés sexuels, des personnes capables de sacrifier des enfants chrétiens, etc. etc. Ensuite, les nazis classent les humains dans ce qu'on va appeler des races. Donc, pour les nazis, il est possible de classer les humains entre eux. Et s'il est possible de ranger chaque être humain dans un groupe racial, il est aussi possible de créer une hiérarchie entre eux. Il y en a qui sont supérieurs et d'autres qui sont inférieurs. Donc au sein de ces races, il y aurait eu au sommet, donc c'est ce que vous voyez sur la pyramide que je viens d'écrire à droite, la race allemande, qui va aussi être appelée race aryenne. Puis en dessous, on va retrouver les Anglais, les Scandinaves, puis encore en dessous, les Français et les Italiens. Et ensuite, la dernière case comporte ce qu'on appelle la sous-race, qui comprendrait notamment les Noirs, les Arabes, les Asiatiques et ce qu'ils vont appeler les Slaves.
Ensuite, vous avez les juifs qui, eux, sont encore tout en bas, mais il y a quand même une différence. C'est que si les noirs et les arabes sont facilement dominables, car inférieurs, bah, les juifs, bien qu'une race totalement impure, totalement inférieure, ils sont suffisamment malins et dangereux pour prendre le pouvoir. Donc c'est ce côté vicieux et le côté qui sont difficilement reconnaissables parce que selon les nazis, bah, ils sont un mélange de blancs, de noirs, d'arabes, d'asiatiques. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble finalement un juif. Bah, c'est dangereux et donc le juif, on ne peut pas le dominer. Et si on ne peut pas le dominer comme on dominerait les asiatiques, les arabes et les noirs, eh ben, il faut les combattre. Bref, c'est ça l'idéologie nazie. C'est d'abord un régime antisémite basé sur une hiérarchisation des races. Ensuite, face à tout ça, bah, le sang des races privilégiées, notamment des Aryens et des Allemands, doit être protégé contre les races inférieures, notamment, je viens de le dire, des Juifs. Les nazis ils considèrent qu'il est important d'agir sur deux tableaux. D'abord celui du territoire et ensuite celui de la démographie. Alors ils appellent ce qu'on appelle l'espace vital, c'est un espace qui serait nécessaire à la survie de l'Allemagne nazie. Pour le dire autrement, l'Allemagne est, selon les nazis, trop petite pour assurer la survie des Allemands. Il est donc important de faire des conquêtes pour agrandir ce territoire. Donc c'est ça l'espace vital. Donc déjà dans le nazisme, il y a une idée d'expansion. En parallèle, le nazisme invite tous les couples allemands à faire des enfants. Parce que c'est par la démographie, par le peuplement, que les enfants allemands seront plus nombreux que les enfants juifs, etc. Et donc, plus les Allemands seront nombreux, plus la guerre raciale contre les juifs pourra être facile. Donc, c'est le rôle premier que donnent les nazis aux femmes, c'est celui d'enfanter. Ensuite, cette idéologie va être portée, vous le savez, par Adolf Hitler et par un parti politique qui s'appelle le NSDAP. Et donc, ce parti politique et Adolf Hitler vont réussir à prendre le pouvoir en 1933. Je ne vais pas revenir sur toutes les causes de cette prise de pouvoir, qu'est-ce qui a fonctionné chez les Allemands, mais rappelez-vous que le président allemand de l'époque, que vous pouvez voir à droite, qui s'appelle Paul von Hindenburg, a nommé chancelier Adolf Hitler en janvier 1933. Hitler n'est pas élu, bien qu'il il réussit à obtenir un nombre de voix très important, comme vous pouvez le voir sur mon tableau de gauche, mon graphique, mais c'est le président allemand qui le nomme, alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Ensuite, une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait Hitler et que fait le parti nazi? Déjà, évidemment, ils vont mettre en application leur idéologie. Donc, vous l'avez compris, le chef de l'Allemagne, c'est Adolf Hitler, et donc autour de lui va être instauré ce qu'on appelle un culte de la personnalité pour le mettre en valeur. Donc là, quand vous utilisez des notions comme culte de la personnalité, il est toujours bien vu de les définir. Donc ici, ensemble de pratiques utilisées pour convaincre un peuple qu'une personne est supérieure et infaillible. Donc pour le dire autrement, on tente de glorifier Hitler, on essaie de susciter chez les Allemands une fascination pour le personnage, on va diffuser des photos d'Hitler dans la presse, on va les placarder dans des espaces publics. Et donc, pour éviter toute opposition, et c'est en cela que le régime d'Hitler est totalitaire, on va autoriser que son parti politique, celui qu'on appelle le NSDAP, le parti nazi. Tous les autres partis politiques sont interdits, la presse est censurée, les libertés d'expression sont bafouées. Ensuite, pour susciter l'adhésion des Allemands, on va utiliser une propagande très intense. Donc la propagande ne se résume pas qu'à des photos, évidemment, elle s'étend à tout le champ culturel. Donc l'exemple que vous pouvez prendre, évidemment, c'est celui sur lequel on a travaillé en classe, donc notamment le cinéma. Donc le cinéma est un lieu de propagande. Par exemple, le film de Leni Riefenstahl, donc Le Triomphe de la volonté, qui est sorti en 1935, glorifie Hitler, notamment, rappelez-vous, avec cette scène d'introduction où Hitler apparaît dans les nuages comme une divinité en train de rejoindre les êtres humains sur Terre, mais c'est aussi le parti nazi et l'Allemagne qui sont valorisés. Donc vous pouvez également, au-delà de cet exemple, rappeler l'importance du sport, notamment avec les Jeux Olympiques de Berlin de 1936, où Hitler essaie d'utiliser le sport pour prouver que la race aryenne est effectivement supérieure aux autres, car c'est elle qui court le plus vite, c'est elle qui saute le plus haut, et c'est elle qui lance le plus loin. Ensuite, le parti nazi essaie également de contrôler la musique, la radio, la jeunesse et l'école, avec les jeunesses hitlériennes,
avec des ouvrages pour enfants, comme, rappelez-vous, Le champignon vénéneux. Bref, c'est en cela que le régime est totalitaire, tout est contrôlé. Alors, dans les faits, tout ne l'est pas, évidemment, mais le régime tente quand même d'avoir la main sur la société dans son ensemble. Enfin, quand la propagande ne suffit plus, les régimes totalitaires s'appuient sur la violence. Donc les juifs les subissent dès 1933, hein, car les juifs sont exclus des fonctions publiques de l'État, et ces lois vont être régulières contre les juifs jusqu'en 1939. Donc les plus connues, ce sont les lois de Nuremberg de 1935, puisqu'elles définissent précisément ce qu'est un juif. Donc comme vous pouvez le voir dans le document, là il y a marqué Jude, Jude ça veut dire juif, il est expliqué tout simplement qu'un juif, c'est une personne ayant 3 de ses 4 grands-parents qui sont juifs. Donc en fait, on définit à travers les lois de Nuremberg ce que c'est qu'un juif. Donc les lois, en fait, elles interdisent également le mariage entre les personnes de race juive et les personnes de race aryenne. Évidemment, on met des guillemets entre race juive et race aryenne. Et c'est une loi qui sert à vise à protéger le sang allemand. C'est comme ça que c'est dit dans le texte. Hein. On protège le sang allemand. Contre quoi? Contre le sang juif. Bref, toutes ces lois, elles cherchent à exclure les juifs de la société civile et elles cherchent à les inciter à quitter l'Allemagne. Vous vous sentez plus chez vous, vous partez. Enfin, c'est la photographie en bas à droite, dès 1933, même si la photographie est un peu plus vieille, elle est de 1935, des camps de concentration vont être créés, notamment celui de Dachau, que vous pouvez voir, qui a été créé en 1933, et qui sont là, non pas pour donner la mort, mais tout simplement pour faire travailler et rééduquer des prisonniers. Autrement dit, en fait, c'est une main-d'œuvre qui est gratuite, un moyen de dissuasion contre toute opposition politique. Si la manière douce, c'est-à-dire la propagande, ne suffit pas, on va utiliser la manière forte. On met les opposants politiques dans des camps, et force est de reconnaître que lorsqu'ils sortent, en général, ils sont changés. Évidemment, quand vous avez passé 1 mois, 1 an, 2 ans dans des camps, dans des conditions assez abominables, vous vous rangez dans le rang. Bref, en conclusion, l'Allemagne de 1933 à 1945 est un régime totalitaire porté par Adolf Hitler qui contrôle le pays et sa société en portant son idéologie, le nazisme.